avec la table ronde consacrée aux communautés locales d'énergie. Et j'appelle Violaine Tarizeau, adjointe au chef du bureau de la production électrique et des ENR terrestres au ministère, à la DGEC. Alexandra Bagne, secrétaire générale de Texol. Patrice Gérardin, cofondateur de Cerison. Sophie Hink, qui est ingénieure d'études au laboratoire SAGE de l'Université de Strasbourg. Et Audrey Dugal, directrice du développement d'Engie Home Performance. Une table ronde très féminine. Vous avez de la chance, Patrice. Où vous voulez. Ouais, où vous voulez. Voilà. Je vous laisse vous installer. Tout le monde est là? Non. C'est Violaine qui arrive. Voilà. Allez-y, la star est là. On va commencer avec vous. C'est pour ça que je vous attendais, en fait. Si on aurait pu commencer. Violaine Tarizeau, les communautés locales d'énergie sont dans l'air du temps. On en a beaucoup parlé ce matin. Elles sont souvent évoquées dans le débat, mais que sont-elles vraiment? Alors, j'ai envie de faire avec vous un petit historique, un petit bout de définition juridique aussi. Vous avez la zapette? La zapette, elle est... Voilà. Voilà, qu'est-ce que c'est vraiment que ces communautés locales? On compte sur vous pour nous éclairer. Et voilà. Encore un petit coup. C'est bon. Hop. Non, regardez. Petite marche arrière. On va y arriver. C'est parfait. C'est parfait. Ok. Merci beaucoup et bonjour à tous. Donc pour bien comprendre d'où viennent ces communautés locales d'énergie et donc d'où vient cette volonté finalement de développer les projets à gouvernance locale, on a un cadre européen finalement qui a été mis en place pour les projets à gouvernance locale via 2 directives, donc soit la directive énergie renouvelable qui est dite RED 2, mais également la directive marché de l'électricité. Chacune de ces directives a finalement créé en fait 2 objets qui sont similaires mais différents à la fois, qui ont vocation à favoriser des projets à gouvernance locale, donc pour impliquer des citoyens et des collectivités dans les projets d'énergie renouvelable. Ces 2 objets, finalement, donc ces communautés d'énergie renouvelable et ces communautés d'énergie citoyenne, elles avaient vocation dès le début, elles ont la même vocation, c'est vraiment d'être un vecteur privilégié pour que à la fois les citoyens et les collectivités puissent prendre part aux projets d'énergie renouvelable et vraiment participer à la genèse et au développement des projets d'énergie renouvelable sur leur territoire, et non pas juste d'avoir un projet renouvelable sur le territoire et d'avoir uniquement des retombées via les taxes ou la location du terrain, mais vraiment d'être impliqués dans le projet. Ces communautés, elles vont avoir le droit donc de produire, consommer, stocker, partager et vendre l'électricité renouvelable, enfin l'énergie renouvelable même, et d'accéder au marché pertinent de l'énergie. Non, ça ne va pas venir? Si, c'est bon. Alors, comme je vous le disais, Ah non. Pardon. Donc, je vais vous le prendre. Oui, merci. Ouais, on y va. C'est 2 objets qui sont à la fois très similaires, mais à la fois différents sur quelques aspects. Donc, je suppose que les slides vous seront transmises ensuite, mais... Elles seront transmises. Parfait. Du coup, ce tableau, c'est un bon récapitulatif, finalement, pour bien comprendre quelles sont les vocations de chaque objet. Donc, on a les communautés d'énergie renouvelable qui peuvent prendre toute forme juridique et il y a une notion d'autonomie supplémentaire, alors que pour les communautés d'énergie citoyenne, il n'y a pas de notion d'autonomie. Pour les communautés d'énergie renouvelable, concernant les membres, on a une restriction pour les grandes entreprises qu'on ne retrouve pas pour les communautés d'énergie citoyenne. Pour les communautés d'énergie renouvelable, on a donc quelques conditions pour la gouvernance. Donc il faut un contrôle effectif par les citoyens, les collectivités et les PME, mais qui se trouvent à proximité du projet en matière d'énergie renouvelable. Alors que de l'autre côté, pour les communautés citoyennes, on n'a pas de restrictions géographiques, mais par contre, on demande à ce que les membres qui participent à la gouvernance ne soient pas engagés dans des activités commerciales à grande échelle et que l'énergie ne constitue pas leur activité économique principale. Et bon, finalement, la finalité donc, des 2 objets est la même. Ça, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on est vraiment dans l'idée de fournir des avantages donc, environnementaux, économiques et liés à l'énergie au territoire. Et les activités diffèrent, mais à minima, on va dire, entre les 2 communautés d'énergie. Donc face à ces 2 objets, finalement, que 2 directives nous demandaient de transposer dans le droit français, on a travaillé à mettre en place un cadre pour les énergies renouvelables citoyennes.
on a travaillé du coup avec différents acteurs, et ça a commencé il y a bien une grosse année et demie, sur justement cette question des projets à gouvernance locale. Qu'est-ce que c'était, quel cadre leur définir, quelle définition leur donner et comment bien les encadrer. Et du coup, je pense que c'est bon. J'y vais, je bosse. Et du coup, ah oui, pardon. Et du coup, le cadre européen demandait justement à ce que les États membres, donc nous finalement, procèdent à une évaluation des obstacles auxquels pouvaient être confrontées les communautés d'énergie, et ainsi qu'évaluent leur potentiel de développement, mettre en place un cadre favorable, donc réglementaire et administratif finalement, pour développer ces communautés d'énergie, et permettre un soutien réglementaire pour renforcer les capacités des autorités publiques et pour que celles-ci puissent favoriser ou mettre en place ou participer directement à des communautés d'énergie renouvelable. Et on nous demandait également d'octroyer un accès facilité au financement. Vous en êtes où du coup de tous ces travaux? Justement, donc je vais y venir après. Ouais. Ça a permis donc ce boulot, groupe. C'est ça. Donc on s'est bien rendu compte. On avait besoin finalement des différents acteurs qui étaient impliqués dans cette démarche finalement pour savoir quels étaient les obstacles, comment bien définir les projets. Donc il y avait un groupe de travail qui avait été mis en place avec les différents acteurs, qui a permis d'aboutir aux 10 mesures pour les énergies citoyennes qui ont été annoncées donc, en fin de l'année 2021 dernière. C'était Barbara Pompili, c'est si ça, je me souviens bien. par Barbara Pompili. Absolument. Et donc qui sont détaillées. Ouais. Ensuite. Bien vu. Donc, effectivement, comme vous le disiez, c'est quand même un gros travail. Et donc, ce GT, finalement, il nous a permis de nous donner une feuille de route pour développer les projets à gouvernance locale, avec du coup certaines actions qui sont plus avancées que d'autres maintenant. On avait 3 types, finalement, d'actions. On avait des actions vraiment sur la dynamique des projets à gouvernance locale. Donc déjà, ce GT, il a permis de se fixer un objectif qui était un objectif de 1000 nouveaux projets d'énergie renouvelable à gouvernance locale d'ici 2028. De décliner la trajectoire de développement de ces projets à gouvernance locale dans la prochaine PPE. Et donc ça, c'est actuellement en cours de discussion, puisque les discussions pour l'élaboration de la prochaine PPE sont en cours. De publier le décret donc, qui précise et qui caractérise les modalités de constitution des communautés d'énergie, soit renouvelables, soit citoyennes. Donc pour ce décret, on a beaucoup discuté dans le cadre du groupe de travail, et actuellement, il est en attente de passage au Conseil d'État. Avant la fin de l'année, vous pensez, non ? On espère, mais normalement, oui. Ouais, ok, on croise les doigts. On vous fait confiance. Et également d'encourager les projets à gouvernance locale dans les dispositifs nationaux de soutien public aux énergies renouvelables. Donc, comme vous devez sûrement le savoir, il y a déjà en fait des bonus qui sont mis en place pour les projets participatifs dans les appels d'offres. Et il y a eu aussi quelques actions pour, par exemple, limiter le guichet ouvert éolien aux projets citoyens, et également aux projets sous contrainte de hauteur, mais aux projets citoyens. Donc l'idée, c'est vraiment de donner un avantage en fait à ces projets, puisqu'on sait qu'un projet citoyen, ça va demander plus de travail finalement pour être monté, sûrement des coûts un peu plus élevés. Et donc l'idée, c'est quand même de leur permettre d'être compétitifs, soit dans les appels d'offres, soit d'avoir un tarif de soutien plus facilement via nos mécanismes de soutien. Faire beaucoup de pédagogie, j'imagine. Oui, aussi, mais alors là-dessus, c'est en tout cas pour les dispositifs de soutien, un peu moins. C'est vrai que par contre, et c'est plutôt le deuxième axe, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait tout un pan en fait de communication sur les projets citoyens qui était nécessaire à mettre en place, déjà pour informer que ces projets existent et pour permettre aux collectivités, aux citoyens de s'engager. Donc on a mis en place, on a comme objectif d'augmenter de 50% le nombre de conseillers pour des projets à gouvernance locale en région, donc qui peuvent aiguiller les collectivités. On a lancé une campagne nationale de communication pour mieux faire connaître les énergies renouvelables citoyennes. Et on travaille à la création d'un observatoire des projets d'énergie renouvelable à gouvernance locale, parce qu'on se fixe beaucoup d'objectifs finalement pour le développement de ces projets, mais il faut aussi qu'on soit en mesure de suivre leur développement et de savoir exactement où on en est, quels sont les freins. Et c'est un peu plus compliqué finalement pour des projets à gouvernance locale de suivre leur évolution, puisque on ne peut pas uniquement raisonner en kilowatts installés. Il y a aussi une question de nombre de citoyens qui sont inclus dans la transition énergétique, de nombre de collectivités. Donc on réfléchit aux indicateurs pour avoir un peu un panorama complet. Et finalement, comme dernier axe de travail, on avait un axe qui consistait surtout à simplifier le développement et le financement des projets, puisque c'est quand même un développement un peu plus complexe que pour un projet plus classique d'énergie renouvelable.
Et donc, on continue le travail pour identifier et lever les freins financiers aux projets à gouvernance locale. On avait prévu donc de diminuer les coûts de raccordement électrique pour les petits projets, et ça a été mis en place par un arrêté donc, qui est paru récemment, en mars, il me semble. Et on avait également donc, promis de poursuivre les travaux sur certains sujets qu'on n'avait pas eu le temps donc, d'explorer, on va dire, dans le détail, et notamment sur le sujet de bien définir ce qu'était un projet citoyen pour les projets de chaleur et de froid. Donc typiquement les réseaux de chaleur qui, par nature, sont quand même portés par une collectivité. Qu'est-ce qu'on appelait un projet de réseau de chaleur citoyen? Et également sur les sujets biogaz et méthanisation. Donc voilà, on avait 10 mesures, on en a avancé certaines, et il y en a encore beaucoup sur lesquelles on travaille. Et on fait ça en lien finalement avec la filière, avec vous tous. Et donc on va réussir tous ensemble finalement à faire un peu avancer ça au fur et à mesure. Sur la simplification, il y a la problématique de la commande publique aussi, qu'on a abordée ce matin un peu. Oui, complètement. Vous travaillez là-dessus? Donc on travaille là-dessus en lien à la fois avec la filière et à la fois donc, avec le ministère des Finances, donc, pour essayer de lever un peu ces freins. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent qu'une communauté locale d'énergie, ça ne pourrait être qu'un coup marketing? Alors, moi, vous avez entendu déjà ces reproches-là? Alors, je l'ai pas entendu. Peut-être qu'il y a certains contre-exemples en fait, qui montrent que c'est qu'un coup marketing, mais moi, en tout cas, le sentiment que j'en ai, c'est que les communautés d'énergie, c'est vraiment un moyen pour les collectivités, pour les citoyens, déjà de s'investir dans le développement énergétique de leur territoire. C'est un moyen pour eux aussi d'être à la gouvernance assez tôt dans le projet. C'est ce qu'on demande typiquement dans nos appels d'offres. On demande à ce que les citoyens soient part intégrante dès la jeunesse du projet pour être sûr en fait, qu'ils puissent décider finalement et que le projet soit bien ce qu'ils espèrent. Et en plus, et vraiment c'est la sensation que j'ai pour les collectivités, le fait de prendre des parts au projet d'énergie renouvelable sur leur territoire, outre le fait que ça leur permet donc de le définir en lien avec ce qu'elles imaginent, c'est aussi finalement une source de revenus en fait non négligeable, et tout ce qui est tiré de ce projet d'énergie renouvelable peut ensuite être répercuté sur le reste du territoire pour par exemple faire de la rénovation énergétique, et donc c'est vraiment un cercle vertueux. D'accord. Et l'appétence, l'appétit dont parlait Daniel Bourg pour les citoyens aujourd'hui pour ce type d'énergie renouvelable, ça va aussi forcément vous aider? Oui, vous êtes aidé par le contexte en fait? Oui, complètement. Ok, merci beaucoup. Merci. Violaine Tarizo, merci beaucoup. Alexandra Baille, on poursuit avec vous. Vous êtes secrétaire générale du bureau d'études Texol. Les communautés locales d'énergie sont aujourd'hui des opportunités de développement des projets du bureau d'études, justement? Oui, tout à fait. Alors, juste un mot pour situer ou resituer Texol rapidement. Donc, 40 ans. Texol a 40 ans cette année. On a une équipe de 40 ingénieurs aussi qui sont à vos côtés pour développer des projets solaires thermiques, solaires photovoltaïques. Et moi, je suis très heureuse de voir que voilà, ça fait 5 ans que j'écoute, j'interviens dans des conférences comme celle-ci. Et au départ, l'autoconsommation collective, les communautés étaient un micro-sujet dans un petit atelier dans l'ensemble des débats. Aujourd'hui, voilà, on sent qu'il y a un fil rouge qui s'est créé autour de l'autoconsommation collective, et que de plus en plus, les projets, petits et grands, intègrent cette brique-là. Et voilà, Texol, à 40 ans avec ses 40 ingénieurs, accompagne les maîtres d'ouvrage publics-privés sur la maîtrise d'œuvre des projets solaires, avec cette valeur ajoutée souvent de l'autoconsommation collective qui maintenant nous est demandée en phase d'études et pour les chantiers d'installation, quelles qu'elles soient dans le domaine solaire. Voilà, ça c'était l'intro. Et ma question c'était, est-ce que justement ces communautés locales, c'est des opportunités de projet pour vous, pour votre entreprise? Tout à fait, merci. Je pense qu'on peut saluer... Ah, c'est le gros bouton. Hop là. Non. Ah, il semblerait que les planches ne soient pas dans le déroulé. On va essayer, je sais pas. Il faut le gros bouton au milieu. Alors peut-être que la prise est un peu... il gère, non? Vous gérez la régie? Bon, en tout cas... On peut peut-être enchaîner. En tout cas, ce que je voulais dire quand même, c'est que voilà, on a la chance d'avoir un
un ministère à l'écoute sur tous nos sujets, Violaine notamment, avec qui on échange régulièrement. Et bon, on sent qu'il y a vraiment un travail constructif qui se fait ensemble avec Enerplan, avec la plateforme verte, avec tous les acteurs de la filière, comme ça a été dit. À propos des communautés, ce qu'on peut souligner, c'est que c'est un concept qui progresse, clairement. C'est un concept sur lequel la France ne part pas de la page blanche, parce que voilà, je me souviens de ces conférences ADEME en 2019. Il était expliqué qu'il y avait déjà 136, je crois, projets en développement, de projets citoyens d'ENR. On a cette force en France d'avoir déjà des projets citoyens depuis longtemps. Et donc, en fait, quand Bruxelles a décidé que les communautés devaient exister dans le droit des États membres, eh bien, cette volonté de Bruxelles est venue finalement élargir le champ des projets ENR tels qu'on les connaissait déjà, élargir leur champ avec différentes activités nouvelles qui leur étaient possibles aux projets ENR, et qui font appel à des briques existantes d'activités. Je pense à l'autoconsommation, évidemment, autoconsommation individuelle, autoconsommation collective, tu l'as dit tout à l'heure, mais stockage. On a parlé de véhicules électriques tout à l'heure. Les communautés, alors selon la forme de communauté, peuvent aussi avoir des services énergétiques. Leurs membres peuvent se grouper pour acheter des bornes de recharge de véhicules électriques, des services de rénovation énergétique. Donc il y a tout un tas de choses à imaginer autour à travers la communauté. On est dans l'université autoconsommation d'Enerplan, donc évidemment, souligner que l'autoconsommation collective, on le voit, va être souvent un outil exploité, mobilisé par les communautés. Autoconsommation collective, sur le thème sur lequel, on l'a dit dans la journée, mais on a connu quand même des progrès importants en termes de périmètre. On était sur l'aval d'un même poste HTA-BT au départ. On est maintenant sur un rayon d'1 kilomètre, voire 10 kilomètres en zone rurale, avec la possibilité d'être sur le réseau de moyenne tension, sur les projets d'autoconsommation collective étendue qui font appel à l'électricité de sources renouvelables. Donc voilà, le terrain de jeu s'est agrandi. Ça va dans le bon sens. Très bien, ça va dans le bon sens. Et donc les communautés se développent dans ce contexte. Et on le voit aussi, on parle d'acceptabilité à longueur de journée des projets ENR qui peuvent cristalliser des tensions. Avec le combo communauté et autoconsommation collective, on arrive à intégrer les citoyens, les parties prenantes, type collectivité aussi, les petites entreprises, autour des énergies renouvelables. Voilà. Donc, le concept progresse. Après, évidemment, il y a des évolutions qui sont encore attendues. Vous déplorez le manque d'incitation, par exemple. Vous déplorez le manque d'incitation, par exemple. Je le déplore. Je le déplore pas. Je pense que il y a beaucoup de travail à faire et que donc forcément les choses se font petit à petit. Mais effectivement, là, on attend un décret d'application pour être complètement serein sur les communautés, pour savoir accessoirement qui participe dans ces communautés. Par exemple, les sociétés à économie mixte, je pense qu'il est attendu qu'il soit clarifié qu'elles peuvent participer à ce genre d'opération. Être dans le contrôle aussi effectif de ces communautés. Donc, qui participe, comment sont prises les décisions. Voilà, on sait que le contrôle effectif doit être dans la main de certaines catégories de membres, mais en termes de droit de capital, de droit de vote, quels sont les équilibres à respecter, et puis en termes de périmètre pour les communautés d'énergie renouvelable, précisément les CER, voilà, de préciser cette notion de proximité. Donc les choses sont calées, je pense, mais voilà, on attend la publication de ce décret maintenant pour être serein sur les projets. Je vois que les planches sont arrivées entre-temps. Donc je suis sur la page suivante maintenant. Voilà. Et voilà, parfait. Hop, ça va trop vite. Ouais, juste finir sur la précédente, mais je ne sais plus qui fait quoi. Ouais, on est bon là? Non. On n'est pas bon. Alors je laisse Alexandra à la manœuvre.
Voilà. Parfait, merci beaucoup. Voilà, et donc le décret d'application, ensuite il y a effectivement l'encouragement des communautés, parce que pour justement qu'elles ne se limitent pas à du marketing territorial, il faut quand même qu'on ait envie d'y aller, parce qu'on sait que c'est quand même contraignant. Donc pour avoir envie d'y aller, j'avais noté plusieurs choses. On a plein d'idées, VNR Plan, la plateforme verte autour de tout ça, mais la fiscalité. On est en plein projet de loi de finances 2023. Clairement, je pense à la fiscalité et autoconsommation collective. C'est maintenant que ça se joue. Par rapport au coût pour les deniers publics, on parle d'une mesure qui est assez indolore, voire qui peut faire des économies à l'État. Donc allons-y. Franchement, là, c'est le bon moment. Et puis, ce sujet de la facilitation de la commande publique pour l'autoconsommation, les collectivités locales, elles ont vocation à être exemplaires. Et donc, c'est vrai qu'on est dans une phase où il faut massifier et où plus facilement elles peuvent recourir à des opérateurs locaux avec des dispositifs de mise en concurrence allégés, et mieux c'est pour la visibilité des acteurs qui, derrière, sont motivés à faire des projets, à prendre quand même les risques d'aller sur ces projets plutôt que de faire des projets plus standards, disons. Et donc, pour terminer, un exemple de projet qu'accompagne et même fait Texol, à vrai dire. Voilà. Un exemple autour d'entreprises citoyennes que j'ai déjà eu l'occasion de présenter devant cette assemblée. Un projet qui a bien progressé, d'ailleurs, depuis la dernière fois que je l'ai présenté, puisque je vous parlais jusqu'ici de... donc, le contexte projet, c'est trois zones d'activité économique plutôt mitoyennes. On est dans le sud de la France. Le point de départ, c'est la collectivité locale qui met à disposition son foncier public pour un opérateur qui souhaite développer de l'autoconsommation collective. Le projet se fait. Texol, une filiale de Texol qui s'appelle Agoresson, en est le développeur. Et donc, on développe une première brique de 500 kW sur ombrière sur l'une des zones d'activité pour partager l'électricité avec l'ensemble des entreprises locales des trois zones. Il y a 150 entreprises sur l'emprise. Il y en a une cinquantaine qui ont signé des lettres d'intention pour participer au projet, pour être au minimum consommatrices, pour certaines être autoproductrices, partager leur surplus dans la boucle locale et donc potentiellement aussi investir dans l'asset collectif, ces 500 kW que je mentionnais initialement. Donc on est là sur un projet sur lequel on parle d'entreprise citoyenne, à vrai dire, plus que il n'y a pas de citoyens personnes physiques dans la boucle, mais c'est quand même une communauté au sens du futur décret, s'il ne bouge pas au moment de sa publication, avec du coup en termes de montage juridique, donc une société de projet qui porte les 500 kW, qui va avoir dans son actionnariat la collectivité locale, Perpignan Méditerranée Métropole, pour ne pas la citer, l'AREC Occitanie, d'où l'importance que les SEM soient partie prenante des communautés. Le développeur Agoresson, filiale de Texol, et les entreprises, je parlais de 50 entreprises mobilisées, donc il y a une partie, un tiers d'entre elles, qui sont partantes pour être réunies dans un GIE qui sera l'actionnaire de la société de projet, les représentants des entreprises. Et cette société de projet, on souhaite qu'elle soit donc productrice, communauté et PMO, pour gérer tout ce qu'a géré une PMO dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective. Les entreprises sont tellement mobilisées qu'en fait, on se rend compte qu'on va avoir un budget pour aller au-delà de l'autoconsommation collective et investir collectivement dans des bornes de recharge et potentiellement d'autres services, des équipements d'efficacité énergétique, des clims, etc., plus vertueuses que les systèmes d'énergie que certaines entreprises ont. Et on sait que dans ce contexte de hausse du prix de l'électricité forte, tout ça fait sens. Et en puissance, on sera à peu près... je te dis, alors le gros bloc, c'est 500 kW. Après, il y a des bassins de rétention dans la zone. Donc, là, actuellement, on est confronté à une problématique assez intéressante de confrontation entre enjeux biodiversité et enjeux ENR, où on se rend compte qu'en fait, à un moment donné, oui, il y a des grenouilles potentiellement dans le bassin de rétention, mais on est en zone urbaine. Si un projet PV, on ne le fait pas à cet endroit-là, où est-ce qu'on peut le faire? Donc voilà, c'est, je pense, un sujet interservice de l'État qui est très emblématique dans notre société.
La grenouille. Vu les enjeux la d'avenir. problématique de la grenouille dans le bassin de rétention. Je crois vous n'êtes pas les seuls à les C'est un autre avoir. débat. Voilà, il y a quelques grenouilles qui courent tranquilles dans les bassins de rétention. Et voilà. Ok, merci beaucoup Alexandra Bagne. On enchaîne avec Patrice Gérardin, cofondateur de Serenison. Alors, par philosophie d'entreprise, Serenison s'est spécialisé dans les communautés locales d'énergie, une idée forte de partage de l'énergie pour accélérer la transition énergétique. Où vous en êtes là? Combien de projets sont en cours? Est-ce que vous arrivez à sortir ces projets? On l'espère, oui, on le fait. Donc on a sorti, comme vous le verrez, je vous listerai le premier projet qui est sorti. Donc maintenant, il y a quasiment 1 an, et je vais vous expliquer un petit peu plus ce qu'il en est, parce que ça illustre très bien tout ce qui a été dit là par Violaine, Alexandra, et puis par tous ceux qui sont intervenus ce matin, parce qu'on illustre un peu finalement un peu une synthèse de tout ce qui s'est dit. Donc déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je rejoins un peu ce que dit Violaine et Alexandra. Il y a eu beaucoup de chemin qui a été parcouru depuis maintenant 1 ou 2 ans. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui étaient un peu pionniers de ces idées-là, de ces communautés, y compris Énergie Partagée d'ailleurs, qui n'est pas là sur l'Extra depuis quelques temps. Donc je pense que c'est très intéressant parce qu'on a besoin de tous et de tous. C'est un peu le message que je vais redire un petit peu à la fin pour pouvoir vraiment accélérer cette transition. Donc je reviens juste. Serenison Énergie, en fait, l'idée c'était quoi? De partir des circuits courts de l'énergie pour accélérer en fait l'engagement de tous les acteurs d'un territoire. Donc quand je dis tous les acteurs, c'est le public, le privé, ce sont les particuliers, les entreprises et évidemment les collectivités. Alors ça peut paraître un peu ambitieux et peut-être naïf, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et donc pour cela, nous, alors c'était avant même que ces communautés d'énergie renouvelable existent en droit européen et en droit français, grâce à Violaine notamment, on avait décliné ce concept de communauté d'énergie, donc d'énergie renouvelable, et qui était pour nous l'outil pour atteindre l'objectif qu'on s'était fixé d'accélérer la transition dans les territoires. Et donc ça consiste à quoi? Pour nous, ça consistait finalement à fédérer des producteurs, des consommateurs et des financeurs. Et j'oublie pas les financeurs, je ne sais pas s'il y en a beaucoup derrière l'écran ou autour de la table, mais je pense qu'il y a toute une pédagogie collective à faire. Producteurs, on sait ce que c'est. Consommateurs, maintenant, je crois que tout le monde sait ce que c'est que de consommer l'électricité, et de façon un peu douloureuse depuis quelques mois. Donc je crois que c'est quasiment devenu universel, au moins européen. Et puis toute la question du financement, qui est une vraie question, qui a été posée plusieurs fois d'ailleurs ce matin. Comment on fait pour financer ce type de projet, qui est un business model différent de ceux qu'on connaît jusqu'à maintenant. Et pour tout vous dire, pendant le déjeuner, ça a été une question récurrente. Voilà. Il faut parler du financement. Alors on y arrivait, on y arrive. Donc je vous le dis tout de suite, ça marche. Voilà. Donc, juste pour vous donner la vision qu'on avait chez Serenison d'une communauté d'énergie renouvelable, mais qui rejoint exactement ce qui a été dit. Alors, on ne l'a pas inventé pour cette séance-là, hein, c'est quelque chose qu'on a écrit maintenant il y a quasiment 2 ans, hein, et on n'a pas changé les logos ni le wording qui est en dessous. Donc, tant mieux, je dirais, ces communautés qu'on développe, elles rentrent dans les chaussures de la communauté légale européenne et française. Alors, elles consistent en quoi? D'abord, premièrement, produire une énergie verte locale sans impact sur la biodiversité. Donc évidemment, si possible, sur du foncier déjà urbanisé en tout cas, ou à défaut sur évidemment des friches industrielles, des anciennes friches industrielles, donc sujet que vous connaissez tous. Ensuite, le deuxième point, c'est clairement de fédérer des collectifs mixtes d'un même territoire. Donc je reviens là-dessus, c'est à la fois du public, du privé, des particuliers, des entreprises et des collectivités, ce qui n'est pas une mince affaire, mais vous allez voir, on y arrive. Troisième point, c'est on est là, évidemment, on a la chance en Europe d'avoir un réseau et une énergie centralisée tout à fait performante, un petit peu moins malheureusement ces temps-ci avec le nucléaire français, mais j'espère que ça va se rétablir rapidement. Et l'idée, c'est pas de fournir 100% des besoins de ce collectif, c'est vraiment d'aller entre 30 et 50% de ce collectif. Et je pense qu'on va y arriver à échelle, on va revenir sur les chiffres, je pense, à la fin, et c'est bien ça l'objectif de ces communautés. Ensuite, le quatrième point, c'est une vision sociétale qui a été illustrée plusieurs fois ce matin autour. C'est que ce qu'on souhaite, c'est vraiment donner accès à cette énergie verte locale à tous, même ceux qui ne sont pas propriétaires, même ceux de foncier, quels qu'ils soient, particuliers entreprises ou collectivités, ou qui ne peuvent pas mettre à disposition ce foncier, ou ceux qui n'ont pas les moyens d'investir. Et on sait aujourd'hui qu'à titre privé, ou que certaines entreprises ne souhaitent pas investir dans le renouvelable pour plein d'autres raisons, elles ont un autre business à développer. Et comme on le sait, les collectivités ont parfois, même souvent, des difficultés à investir. Donc on veut vraiment mettre à disposition cette énergie verte locale, donc indépendamment de la capacité des uns et des autres à fournir du terrain ou à financer.
Le 5e point, c'est évidemment de profiter de ces communautés pour avoir une action en faveur de l'efficacité énergétique. Alors tout ça, on a l'impression que c'est tout ce qu'on entend maintenant depuis maintenant 2 mois sur les ondes, mais c'est quelque chose qu'on avait en tête tous, et en tout cas nous, depuis le début, et tant mieux qu'on l'ait tous. De toute façon, on n'a plus le choix, il faut y aller, donc de toute façon, qu'on le veuille ou pas, il faut le faire, et donc on va tous le faire. Et le dernier point, alors ça rejoint exactement ce qui vient d'être dit avant sur la mobilité, on se dit que ces communautés d'énergie renouvelable, c'est vraiment un réceptacle idéal pour l'innovation en termes d'efficacité énergétique et de nouveaux produits et services qui sont en train d'être développés dans les territoires, mais dans le monde aujourd'hui. Donc on parlait de mobilité, le véhicule to grid, le véhicule to home, donc il y a plein de choses qui sont en train de se développer. Et pourquoi on vous parle de ça? Parce qu'on considère que si on fait effectivement ce type de service, on propose ce type de service dans les communautés, ça va venir bonifier à la fois en termes économiques, environnementaux, ce type de communauté. On va y revenir juste après. Alors, je ne sais pas si ça passe. Voilà, une petite latence. Donc voilà. Donc un slide pour juste vous montrer la première communauté qui a été faite. Donc c'est au nord de Marseille. Ça s'appelle une commune qui s'appelle Cabriès. Donc là, on a créé une communauté d'énergie renouvelable. Alors, tout le monde dit que c'est la plus grande. Alors, effectivement, celle-ci, c'était la plus grande avant que nos amis d'Enercop fassent celle de Midi-Pyrénées, et on leur félicite. On travaille avec eux, d'ailleurs, sur le surplus. Donc, ils nous rachètent notre surplus. Donc, ça consiste en quoi? Ça consistait, donc, cette communauté d'énergie renouvelable, à équiper 3 centrales. Donc là, vous en voyez une. C'est une centrale solaire sur une école, donc un domaine public. Il y aura une autre centrale qui va être mise en service sur une 2e école, une 3e sur une copropriété privée, donc vous voyez que c'est public-privé, et une 4e sur des terrains de tennis municipaux. Donc ça, c'est la côté production. Côté consommation, donc il y a des particuliers qui vont autoconsommer, des entreprises. Donc aujourd'hui, le chiffre que vous avez là, c'est 55 autoconsommateurs, donc c'est des particuliers, des entreprises plutôt des commerçants qui aujourd'hui autoconsomment cette première centrale, l'énergie issue de cette première centrale. L'objectif, c'est d'arriver à peu près 140 participants, donc on est en train de recruter les suivants en même temps qu'on est en train de construire les autres centrales, avec un taux d'autoconsommation collective qui va rapprocher les 90%, on sera même à 90-95% une fois qu'on aura mis en place toute cette autoconsommation. Donc vous avez les chiffres en face, y compris d'investissement, de participants. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a impliqué les citoyens. Au début, ce n'était pas notre idée, on les a impliqués évidemment en tant qu'autoconsommateurs. Mais on s'est dit, mais finalement, s'ils sont autoconsommateurs, peut-être qu'ils ont envie d'investir directement dans cette communauté. Donc on leur a proposé, et je tiens à vous dire, à notre grande surprise, la moitié des gens qui sont autoconsommateurs ont investi dans cette communauté. Et en direct, on n'est pas via des plateformes de financement, qui est une très bonne approche de financement participatif. Là, on est vraiment dans un investissement direct dans la société. Parce qu'on a créé une société, une SAS à capital variable, et les gens investissent donc la part est à 500 €. Vous pouvez aller sur le site de Sérénissonne, il y a un site qui s'appelle Sérénicalas, qu'on a appelé la société du nom de la ville, du chef-lieu local, et les gens investissent directement dans cette, s'ils le souhaitent, c'est une option, dans cette communauté. Et on a recueilli 100 000 € de financement citoyen. Alors on va arrêter les souscriptions parce qu'on aura trop d'argent, on aura trop d'equity. Là, pour le coup, les banques, on a trouvé une banque qui nous a suivis. C'était assez innovant il y a 2 ans, donc on sait que c'est un vrai sujet. Est-ce que les banques peuvent financer 80% de dette, 20% d'equity? Là, on a 70% de dette, 30% d'equity. Je vous donne le chiffre, j'anticipe la question. Et donc, mais on a aussi beaucoup d'equity. On a arrêté la souscription parce qu'effectivement, on voit que ça intéresse les gens. Donc, ils sont à la fois investisseurs, autoconsommateurs, et après tout l'art, c'est la gouvernance. En fait, le 3e point qui est intéressant, et ça illustre ce qu'on vient de se dire, c'est comment on fait pour gouverner ça. Alors souvent, ça fait peur, on va se dire, oh là, ils vont s'engueuler toute la journée. Alors on a fait une gouvernance locale, une gouvernance, finalement, on a fait des collèges, grâce à l'aide d'Énergie Partagée qui nous a aidés, qui a une grosse expérience de ça. On a mis des collèges citoyens, des collèges collectivités, donc ça peut être la métropole, la région ou la mairie, collèges fondateurs, donc nous, puisqu'on a mis de l'argent dedans, y compris le nôtre, et d'autres investisseurs, donc notamment Énergie Partagée, sans les dénoncer. Vous avez dit que vous avez été surpris. Pourquoi vous avez été surpris? Initialement, il y a 2 ans, on ne savait pas finalement. C'était des modèles qui étaient déjà un petit peu, les gens étaient un peu dubitatifs, même les spécialistes, je dirais, qui sont là autour de cette vaste, noble assemblée, tout le monde était un peu dubitatif en disant à risque marché, ou un risque de contrepartie, avec on ne sait pas combien les gens on va vendre l'électricité, c'était quand même... et on a expliqué ça, donc on a fait beaucoup de pédagogie, et on s'est aperçu que les gens s'intéressant à un sujet, ça sera mon dernier slide d'ailleurs, quand les gens s'intéressent à un sujet, quand ils comprennent, ils agissent. Et c'est ça en fait le vrai sujet qu'il y a.
Oui, sans soutien de l'État, à cette époque-là, on n'avait pas l'occasion de discuter avec Violaine et tous les mécanismes de soutien qui ont été mis en place depuis l'année dernière, et on vous en remercie, c'est vraiment super. Et puis évidemment, tout ce qui va arriver sur les taxes, sur le TURP, et puis ce qu'on n'avait pas imaginé tous, personne n'avait imaginé, c'est cette flambée des prix, hein, la guerre en Ukraine, ça personne n'avait imaginé. Voilà. Même si, pour la petite anecdote, j'étais responsable d'une équipe qui faisait que des prises de prix pendant des années sur les prix des marchés mondiaux de l'électricité. On n'a jamais fait de scénario comme ça pendant longtemps. Voilà. Mais bon, attention, ça peut changer assez vite. Donc le dernier slide là-dessus, c'était pour dire finalement quels sont les bénéfices de ces communautés. Donc au-delà de tout ce qu'on vient de se dire, donc il y a des bénéfices évidemment pour chacun des participants. Donc pour le producteur, c'est effectivement une façon de produire l'énergie verte, c'est un véritable ancrage local, c'est une véritable acceptabilité des projets, évidemment. C'est parfois une rentabilité supérieure à celle qu'ils imaginaient, un risque supérieur, mais une rentabilité supérieure. Voilà, donc il y avait Ecotrain, il y a plein d'acteurs qui peuvent venir participer à ces communautés. Et donc c'est une responsabilité collective. Donc en fait, alors, pour le programme, c'est évolutif, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui est figé. On ne crée pas une société avec un producteur ou 4 producteurs et 100 consommateurs. On commence par ça, et l'objectif, c'est de les faire évoluer et grossir, ces communautés. Et donc c'est bien ça l'objectif. L'objectif, c'est de faire de l'exemplarité, et en effet, et avoir un cercle vertueux, où donner envie à d'autres producteurs, à d'autres personnes qui possèdent du foncier, que ce soit des particuliers, entreprises ou collectivités, de mettre à disposition leur foncier ou le louer dans le cadre de cette communauté, et à d'autres consommateurs d'intégrer ces communautés. Donc c'est vraiment un effet boule de neige bénéfique. Le deuxième point, donc cette responsabilité collective, c'est pour tout le monde et avec tout le monde. C'est un nouveau modèle, comme je l'ai dit au début, donc ça peut faire peur au début, mais finalement ça marche, et ça marche très bien, et encore mieux dans le contexte qu'on vit aujourd'hui. Et le dernier point que je voulais souligner, donc, c'est vraiment cette accélération de la transition énergétique. Donc l'objectif initial, c'était de vraiment dire on va participer, au début peut-être modestement, mais de plus en plus vite, finalement, à cette accélération de la transition énergétique qui va passer par tous, et y compris dans les territoires. Et j'ajouterais peut-être le côté inclusif. Oui, tout à fait. Mais je crois que c'est une évidence. Oui, effectivement, c'est mieux qu'on le rappelle. Ouais. Effectivement, ça inclut tout le monde, y compris. Alors là, j'ai pas la carte sur Edison. Au début, on est plutôt sur des participants qui sont plutôt des cadres de CSP+, quoi, on va le dire comme ça, ceux qui ont investi. Il y a des HLM à côté. Et très clairement, la deuxième phase, on va intégrer très rapidement les gens qui sont dans les HLM, qui aujourd'hui n'étaient pas forcément, ne comprenaient pas trop à quoi ça servir. Bon, je crois que tout le monde va vite le comprendre. Alors là, moi, j'ai peut-être un petit écart avec d'autres, c'est que moi, je pense qu'il faut garder le signal prix. Désolé, je fais ça, là, c'est mon ancien rôle. Je pense qu'il faut plutôt garder une énergie chère et aider les gens par ailleurs, grâce à ces communautés. C'est-à-dire que je suis plutôt pour pas donner de l'énergie gratuite, sinon, en termes d'efficacité énergétique, ce n'est pas efficace du tout. On est tous pareils. Je suis bien placé pour savoir, j'étais chez EDF, je ne payais pas ma facture d'électricité, je ne faisais pas attention à l'électricité. Maintenant que je la paye, je fais très attention à ce que je consomme. Mais en revanche, effectivement, ces communautés, les bénéfices de ces communautés, y compris financiers, doivent revenir sous forme de chèque énergie, l'État l'a bien compris, directement aux gens qui en ont besoin. Et Dieu sait que les gens vont en avoir besoin bientôt. Voilà. Merci beaucoup, Patrice Jardin, pour ce brillant exposé. Merci. On enchaîne avec Sophie Hinck. Vous êtes ingénieure d'études au laboratoire SAGE de l'Université de Strasbourg. Vous avez travaillé sur un projet interrégional sur le développement des énergies renouvelables dans la région du Rhin supérieur, à travers 2 études de cas coopératives citoyennes de Saverne avec énergie partagée en Allemagne. Les conclusions de ces études, à travers les workshops que vous avez pu mener? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Du coup, j'en profite pour remercier Enerplan pour l'organisation et l'invitation. Alors, je suis ingénieure d'études en sociologie dans un laboratoire de recherche en sciences sociales et je vais vous parler de cette étude qui a été menée dans le cadre d'un projet de recherche Interreg et qui visait à analyser le développement des énergies renouvelables dans le Rhin supérieur. Donc, ce projet, il a duré 3 ans et demi et il s'est terminé en juillet de cette année. C'est un projet en collaboration avec d'autres acteurs universitaires, mais aussi des partenaires non académiques. Et le lot de travail du laboratoire SAGE était de faire une analyse sociologique des coopératives photovoltaïques citoyennes et des jeux d'acteurs dans la transition énergétique du Rhin supérieur. Donc, le Rhin supérieur est une région européenne qui regroupe la Rhénanie-Palatinat, le sud de la Rhénanie-Palatinat, et le Baden-Württemberg du côté allemand, l'Alsace du côté français et le nord de la Suisse.
Les actions qui ont été conduites par le VP du laboratoire SAGE de sciences sociales étaient d'organiser des workshops qui a pour but de regrouper les acteurs de la scène énergétique régionale. Du coup, c'était un succès parce qu'ont été présents les énergéticiens du côté français, allemand, mais aussi des élus et des décideurs locaux, ainsi que des associations, des experts et des techniciens sur le sujet. On a mené des entretiens avec les acteurs clés que nous pouvons localiser et reconnaître sur la carte. Et enfin, on a fait 2 études de cas de projets coopératifs photovoltaïques qui sont les centrales villageoises de Saverne et Énergie partagée en Alsace, notamment sur un projet transfrontalier avec la FESA Énergie Guéno en Allemagne. C'est intéressant d'avoir des énergéticiens allemands aussi qui sont très appétents pour les énergies renouvelables depuis des années. J'imagine que ça doit être assez moteur aussi dans ce genre d'opération. Oui, tout à fait. On a pu comparer la dynamique allemande et française au niveau des coopératives énergétiques. Et il y a une différence et du coup, j'allais justement y venir. Ce qu'on a pu observer, c'est... les principaux résultats qu'on a pu observer, c'est déjà on peut se demander si les enjeux de l'énergie citoyenne amènent à une recomposition des jeux d'acteurs, c'est-à-dire proposer un modèle alternatif de production d'énergie renouvelable qui serait basé sur les compétences citoyennes. Donc cette réflexion a été basée sur ce que nous avons observé, c'est-à-dire des initiatives bottom-up qui sont portées par les collectivités locales ou les citoyens en regard d'un système interconnecté et mis en réseau, ce qui assure aussi une solidarité nationale et entre territoires. Et justement, dans le montage des coopératives, on a pu observer qu'en Suisse et en Allemagne, il y a une tradition et une culture qui favorise la participation citoyenne, mais qui semble quand même freinée par la réglementation. En France, l'implication des citoyennes était plus frileuse et plus récente, mais on observe quand même une croissance de l'énergie citoyenne à l'échelle territoriale. Alors, pour tirer une grande synthèse de cette étude de 3 ans et demi, on aimerait déjà s'entendre sur le sens de la transition énergétique, c'est-à-dire faire mieux, par exemple remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables, ou faire moins, donc consommer moins et produire moins, ce qui est d'actualité. Fameuse sobriété. Voilà, du coup, toute la question autour de continuer vers une croissance, mais une croissance verte, et ou se tourner vers plus de sobriété. Ensuite, ça suppose d'intégrer l'ensemble des acteurs de la transition énergétique, et pas seulement les énergéticiens et les experts, mais également les citoyens, pour aller en fait au-delà du sentiment de la prise de courant, pour rendre concret le circuit de l'énergie, sans prétendre non plus à une autarcie, c'est-à-dire à la fois produire, consommer, mais aussi penser l'énergie au sens de pouvoir se la représenter dans sa globalité, parce que dans le sens commun, on va ramener l'énergie à l'électricité, ce qui est une première simplification, et l'électricité à la prise de courant dans le logement, ce qui est une deuxième simplification. Donc, le fait de rendre visible la globalité de la production d'énergie est une condition, enfin, on pense que c'est une condition au développement des coopératives énergétiques citoyennes. Enfin, il faut penser aussi la dimension de relocalisation et de mise en réseau, notamment pour des enjeux très concrets comme le prix et le transport de l'électricité. Donc, c'est-à-dire de maintenir une solidarité entre les territoires compte tenu des situations matérielles distinctes dans les potentiels de production d'énergie renouvelable du fait de leur intermittence et de l'incidence sur le prix. Vous avez senti des volontés d'autarcie pour certains territoires ou pas ? Alors, c'est pas les territoires qui portent les projets. Les territoires vont être en soutien, les collectivités vont être en soutien de projets qui sont portés par des citoyens qui se sont constitués en coopérative. Alors, nous, on n'a pas senti vraiment de volonté d'autarcie, justement, par l'importance de cette solidarité entre territoires. D'accord. Donc, il y a des volontés d'autoconsommation, mais pas forcément d'autonomie. D'accord. Voilà. Après, bien sûr, dans les discours des adhérents, on peut trouver des discours différents, mais la coopérative elle-même ne tient pas ce discours-là.
D'accord. Ouais, c'est un vrai débat de sociologue, en fait, pour le coup. Ouais. Est-ce qu'on se renferme un peu sur nous-mêmes et on vit dans le local, ou est-ce qu'aussi on est dans une logique de partage? Oui. Mm. Oui, non, ça va rester dans une logique de partage, d'où je pense le but de monter ça dans une coopérative, de pouvoir prendre des parts et d'avoir une gouvernance qui va rester dans cette optique-là. Ouais. Et le dernier point, c'est ne pas oublier la capacité d'action qui renvoie aux positions sociales, c'est-à-dire que si on veut installer des panneaux photovoltaïques sur son logement, il faut être propriétaire et non locataire. Et sous une affirmation plus collective, l'engagement au sein d'une coopérative citoyenne est synonyme d'achat d'action, ce qui suppose d'en avoir les moyens et ce qui relève d'avoir des capitaux sociaux identifiables. Voilà, donc pour finir, petit instant pub. Donc, vous pouvez trouver les résultats de cette étude dans un bouquin qui a été publié aux éditions du Bord de l'eau là, en juin 2022. Il y a quelques mois à peine. Voilà, c'est très récent, par Philippe Amann, qui est professeur de sociologie et qui a apporté le volet sociologique dans ce projet Interreg et qui détaille cet axe-là sur les coopératives énergétiques citoyennes du projet. Ouais, la sociologie, c'est aussi faire beaucoup de communication auprès des citoyens sur ces projets. Vous en parliez, Patrice. Vous êtes surpris de voir que finalement, des gens de l'appétence, c'est parce que peut-être on fait aussi beaucoup de pédagogie, beaucoup de communication et qu'il y a de vrais enjeux aujourd'hui autour de ça. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, et on voit que les coopératives qu'on a... On regarde le sociologue quand on demande là pouvoir. Ouais, oui. Oui, on voit qu'effectivement, enfin, je refais le lien avec ce que vous disiez, l'importance d'aller trouver des adhérents sur le territoire pour pouvoir avoir une appréciation de la part des riverains pour les projets d'énergie renouvelable. Et effectivement, le travail de sensibilisation et de communication est très important. Oui. Ok, merci beaucoup. Alors, avant de passer à Audrey Dugal, permettez de m'excuser, je me suis laissé complètement déborder par nos amis en distanciel. Et donc, j'ai pas mal de questions à poser. Je crois que ça va vous concerner, Violaine, un peu. Vous avez... Donc, une première question d'Arnaud Schreiner. Est-ce que la réduction des coûts de raccordement pour les petits projets correspond au passage du taux de réfaction de 40 à 60%? Du coup, là, c'est rapide. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Donc voilà, comme ça, on a purgé ces premières questions. Sylvain H. nous demande, le projet de loi ENR prévoit que les fournisseurs effectuent une remise aux ménages proche d'un projet ENR qui est égal à la partage de la valeur sans partage de la gouvernance. Qu'en pensez-vous ? Partage de la valeur sans partage de la gouvernance. Du coup, ça, je ne sais pas si c'était spécifiquement pour moi, étant donné que c'est arrivé pendant la présentation de Patrice qui parlait justement de gouvernance. Nous, c'est vrai que dans le projet de loi, donc, on a pensé en fait cette proposition dans l'idée d'avoir des retombées économiques pour les territoires autour des projets d'énergie renouvelable. Mais donc peut-être que, enfin, voilà, il y a d'autres visions aussi autour de moi. Patrice, peut-être ? Pour compléter ce que dit Violaine, je pense qu'il faut les deux. C'est-à-dire que j'ai peut-être mal compris la question, mais il faut à la fois partager la valeur sur la partie énergétique et puis partager la gouvernance, parce que je reviens vraiment là-dessus. C'est vraiment très important, et j'ai oublié de le dire peut-être fort. La notion pédagogique est très importante, même si ça paraît accessoire aujourd'hui, peut-être même ça fait sourire certains d'entre nous. En fait, moi j'étais très surpris moi-même que je pensais connaître l'énergie, du monde du trading. Là, je suis allé vraiment l'infiniment petit. Et en fait, je connaissais rien et je connaissais pas la facture. Je défie quiconque ici de comprendre sa facture. Voilà. Donc, et une fois que vous l'avez, mais quand vous êtes dans un projet comme ça, je peux vous garantir que les 55 personnes, ils nous ont tous posé la question sur la facture. Et c'est devenu des spécialistes français, en tout cas sinon mondiaux, de la facture électricité. Et ils ont compris ce que c'était qu'un coût variable, un abonnement, la parture, la part, tout ce qu'on vous a présenté là, un tiers, ça devient plus compliqué. Heure creuse, heure pleine. Et ce qui est très rigolo dans notre monde, c'est qu'on est tous très silotés. Je vous le dis tout de suite, entre le monde de gros, le marché de détail, le marché de gros, entre le de transport. Et en fait, quand vous faites ces communautés-là, vous désilotez tout et vous êtes obligé de faire cette notion de pédagogie. Donc en gros, ceux qui sont venus autoconsommer nous posent des questions sur la facture et ceux qui sont venus investir nous posent plein d'autres questions aussi. Et parfois, c'est les mêmes. Alexandra, peut-être ? Un mot ? Juste en profiter pour rappeler que ce soir, il y a un dîner Sol Solidaire à 2 pas de l'espace Saint-Martin. J'en parle maintenant parce que dans le cadre des appels à projets Sol Solidaire,
les candidats sont invités à expliquer quel est leur plan pour sensibiliser les locataires qui vont bénéficier de l'électricité photovoltaïque gratuite de leur bailleur social. Voilà, comment on s'y prend pour que les bénéficiaires finaux soient sensibilisés à phaser leur consommation avec le soleil pour pouvoir effectivement, in fine, faire des économies. Donc voilà, c'est le genre de choses qui sont dans le dispositif Sol Solidaire, et on pourra, si tu es là ce soir, parler de la question du don. Merci Avec de le plaisir. rappeler, Alexandra. Une dernière question avant de passer à vous, Audrey. Sarah Ormazabal, dans l'appel d'offres creux autoconsommation, prévoyez-vous d'intégrer les grappes de projets inférieurs à 500 kg? Alors du coup, déjà peut-être pour ceux qui ne sont peut-être pas au fait du pourquoi de la question, on a donc deux dispositifs finalement de soutien, on va dire, qui peuvent exister pour le photovoltaïque sur bâtiment ou pour l'autoconsommation. On a cet appel d'offres qui est au-dessus de 500 kg et qui est normalement pour une installation en fait en autoconsommation. Et on a en dessous, c'est le régime de l'arrêté tarifaire. Et dans le régime de l'arrêté tarifaire, on va dire sur la tranche la plus haute de puissance, il n'y a pas de prime à l'autoconsommation. Et donc ce qui nous avait été demandé et remonté par plusieurs acteurs, c'était de pouvoir avoir sur un projet où j'ai par exemple, on va dire, j'ai 5 immeubles, j'ai 3 immeubles et j'ai trois panneaux sur chaque toit d'immeuble, et le tout est une opération d'autoconsommation collective. Est-ce que je peux candidater à l'appel d'offres même si chacun de mes panneaux en fait est inférieur au seuil de 500 kg, puisque en fait la rédaction de l'appel d'offres, mais ça en fait c'est parce qu'on s'est inspiré de ce qu'on faisait précédemment. C'est un appel d'offres qui s'applique spécifiquement finalement à une installation, parce qu'auparavant, comme l'autoconsommation était moins développée, on était habitué à un schéma assez classique. J'ai un panneau, des consommateurs autour, ou j'ai un panneau, une maison. Donc c'est quelque chose qui nous a été remonté par la filière. On a commencé à travailler dessus, donc avec Patrice, avec Alexandra. C'est pas aussi simple que juste intégrer les grappes de projet, puisqu'en fait il faut un peu qu'on revoie dans le détail toute la rédaction de l'appel d'offres, finalement, puisque comme tout était calqué sur une seule installation. Mais en tout cas on l'a bien en tête, et donc c'est quelque chose sur lequel on travaille. Voilà. Et Daniel Munier, en lien avec la question de Sarah, pourra-t-on bientôt cumuler les puissances des producteurs pour dépasser les 500 kg au sein de la communauté d'énergie renouvelable pour répondre à l'appel d'offres? De ce que j'en comprends, c'est la PPE. même chose. C'est un peu la même question. Ok. Bon, en tout cas, voilà, c'est en étude, on regarde la possibilité. Parfait. Merci beaucoup. On revient avec vous, Audrey Dugal, directrice du développement d'Engie Home Performance. Grâce aux communautés, le partage d'énergie, c'est gagnant-gagnant, c'est ce que vous me dites. Et vous avez expérimenté le principe sur l'île Dieu. Alors voilà, vous allez nous parler un petit peu de ce que vous faites, et puis surtout de cette expérience sur l'île Dieu également. Oui, merci pour l'invitation. Donc moi, comme vous l'avez dit, je suis directrice de développement chez Engie Home Performance, qui est un incubateur chez Engie pour développer tous les sujets autour de la production d'énergie décentralisée. Donc on s'intéresse à l'autoconsommation collective, et on s'intéresse également à tous les services énergétiques qui permettent d'aller apporter des services et de la flexibilité, notamment dans le monde du diffus, des particuliers, des petits professionnels, des petites collectivités. Vous m'aviez posé la question en préparant la réunion, c'est quoi le retour terrain? Qu'est-ce qui remonte là aujourd'hui des différentes parties prenantes? Et moi, je suis arrivée avec l'envie de vous convaincre qu'il y avait un intérêt pour tout le monde à développer des communautés d'énergie. Et je crois que c'est plus la peine de chercher à vous convaincre, parce que depuis ce matin, je crois que la conviction elle est bien installée. Moi, peut-être, si j'ai envie de transmettre 2 messages de la part, de notre retour d'expérience et de nos discussions sur l'ensemble de nos projets, c'est qu'on va avoir un panel d'acteurs très différents qui vont se retrouver dans un intérêt commun et collectif autour des communautés d'énergie. Alors, il y a un noyau commun d'intérêt qui va regrouper des entreprises, des PME, des TPE, des collectivités et des citoyens autour de la production d'énergie en commun. Je crois que ce qui est intéressant à souligner, c'est que ce qui est le plus gros levier de valeur dans ces communautés d'énergie, c'est justement de réussir ce foisonnement, en fait, à la fois sur l'aspect social, comme vous le disiez, et de gouvernance, en associant l'ensemble des parties prenantes et en faisant des projets qui sont dans le succès, dans la durée, mais aussi d'un point de vue purement économique, on a un intérêt à aller foisonner des modèles de consommation et des modèles de production qui sont très différents pour aller chercher un taux d'autoconsommation qui est au maximum de ce qu'il peut être sur le territoire. Et donc, on va vraiment, nous, dans notre approche des communautés d'énergie, aller chercher le juste dimensionnement qui permet d'aller chercher ce point d'équilibre et d'aller trouver le modèle idéal en termes de consommation.
Il y a un deuxième point que je trouve très intéressant à soulever autour de ces projets, c'est que les communautés d'énergie, les opérations d'autoconsommation, elles permettent enfin de rendre des projets de petite taille rentables. Ce qu'on savait faire jusqu'à présent, c'était des projets d'autoconsommation individuels chez des particuliers, en dessous de 9 kW crête, et on savait faire des très gros projets. Et nous, Engie, vous savez très bien qu'on est leader sur ces projets-là, au-delà d'un mégawatt, 2 mégawatts, des centrales solaires sur les territoires. Et il y avait quand même toute une frange de projets sur cette zone entre 9 kW crête et 500, où les modèles économiques étaient très fragiles et les équilibres difficiles à trouver. Et les financements aussi, du coup. Et les financements aussi, parce que qui dit modèle économique fragile dit frilosité des financeurs. Et justement, le fait de pouvoir développer des modèles où on va partager de l'énergie, on va valoriser localement, y compris on va valoriser financièrement localement l'énergie qu'on produit ensemble, ça permet de développer des projets solaires sur ces petites surfaces qui viennent alimenter la pénétration des ENR en territoire. Un de mes collègues me disait, il n'y a pas très longtemps chez Engie, alors chez Engie on aime bien les fleuves, on aime bien les grands projets ENR, mais les fleuves sont faits aussi de petites rivières, et nous on est persuadés que ces communautés d'énergie sont des petites rivières qui vont permettre de vraiment assurer une pénétration des ENR sur le territoire. Et j'assiste aussi sur le fait que c'est des projets qui sont souvent, et on l'a vu dans toutes les illustrations, je crois, qu'on a eues depuis ce matin, tout à fait pertinents sur des zones périurbaines. C'est-à-dire qu'on parle soit de la ruralité, soit de des zones vraiment périurbaines. On va parler de ZAC, de zones artisanales, on va parler de banlieues. Et je trouve que c'est intéressant de pouvoir aussi développer des modèles de développement d'ENR qui sont adaptés à ces territoires, qui sont par ailleurs des territoires qui se cherchent et qui cherchent à se développer. Donc je trouve que c'est vraiment une opportunité de travailler à des échelles et à des échelons territoriaux qui sont tout à fait intéressants. Alors avant de vous parler d'Harmonieux, peut-être un petit mot sur notre ambition et comment on a envie de se positionner, nous, Engie, sur le sujet des communautés locales d'énergie. Je le redis, on est un énergéticien, on est donc à la fois fournisseur d'énergie, notamment auprès de particuliers, mais on est aussi, on a une expertise, un savoir-faire dans la production d'ENR. Et je crois que c'est une belle occasion, les communautés locales d'énergie, de rassembler toutes nos compétences, à la fois notre savoir-faire dans la modélisation, la conception de projets solaires, l'installation, parce qu'on n'en a pas tant parlé que ça depuis ce matin, mais il y a un enjeu fort de sécuriser les approvisionnements, de monter la filière et de renforcer la filière solaire, notamment des installateurs photovoltaïques. Tu as raison. Donc, il y a des gros efforts de formation à faire. Il y a un gros effort à faire pour soutenir aussi cette filière technique. Donc notre savoir-faire, il est sur ces phases amont de conception et d'installation, mais aussi sur la partie du financement. Et on a évoqué ce matin la question du tiers investissement. Il y a à penser et à définir des modèles où le tiers investissement est possible et où des énergéticiens peuvent prendre des parts en fait, pour soutenir des projets locaux de communautés d'énergie. Donc nous, on a envie de travailler sur l'ensemble de cette chaîne de valeur et de pleinement investir ce champ qui nous permet d'accélérer notre ambition en transition énergétique. Enedis parlait de problèmes ce matin de sécurité, notamment pour l'histoire du tiers investissement. Voilà. Qui a la responsabilité à un moment donné. Bon, mais j'espère que tout ça va avancer. Je sais que le ministère y travaille aussi sur ces projets-là. Il y a très clairement des modèles à mettre en place pour permettre l'émergence de ces projets et permettre de les financer. Ouais. Et finalement, je m'aperçois qu'on parle beaucoup de financement cet après-midi, en fait, qui est quand même... le nerf de la guerre, exactement. Le nerf de la guerre, tout à fait, Patrice. Mais la sécurité aussi. Et c'est pour ça que j'insiste aussi sur cette question de l'installation et du soutien à la filière des installateurs. Alors, Harmonieux. Allons-y. Ça fait quelques années qu'on est déjà venu vous parler d'Harmonieux. C'est typiquement un exemple du passage à l'échelle et de la pérennisation des projets. Donc Harmonieux, souvenez-vous, on est déjà venu vous en parler. C'est notre projet école à nous. Ça fait 3 ans qu'on s'est lancé dans l'aventure. C'est un projet qu'on a monté avec une collectivité locale qui est l'Île-Dieu en Vendée et un collectif de citoyens, parce qu'on réunit 23 consommateurs, dont 5 producteurs qui accueillent 23 kW crête sur les toits de leur maison. C'est un projet école pour nous. Ça nous a permis d'apprendre à la fois la technologie, à la fois le montage des projets, à la fois de tester de la R&D sur du pilotage de batterie, sur de la flexibilité, sur du pilotage d'assets. Bref, c'était notre bac à sable en matière de communauté d'énergie. On a eu des résultats
en taux d'autoconsommation qui sont plutôt honorables, hein, puisqu'on a 96% d'autoconsommation à l'échelle de la communauté. L'ensemble des membres sont autonomes à 17% sur la communauté, ce qui est plutôt bon pour une communauté constituée uniquement de particuliers. Et aujourd'hui, ce qu'on prépare avec eux, c'est la suite. C'est-à-dire que Engie va se désengager de l'expérimentation R&D qu'on a montée avec ce collectif, et on est en train de les accompagner dans la reprise en main de leur communauté pour qu'elle soit pérenne, pour qu'elle soit financée, pérenne dans le temps, et puis pour qu'elle puisse aussi être évolutive, c'est-à-dire à terme accueillir des nouveaux membres, accueillir des nouveaux producteurs, accueillir des nouveaux consommateurs, et pourquoi pas élargir à des entreprises, à des TPE, PME ou à la collectivité locale qui pourrait vouloir agrandir la communauté. Surtout ne pas être figé, ce que vous disiez aussi, Patrice. Surtout ne pas être figé, comme disait Patrice. Comment on fait vivre des communautés ? On est dans des durées d'engagement de 20-25 ans quand on monte un projet de communauté d'énergie. Donc il faut imaginer à la fois la sortie des membres, parce que c'est naturel d'avoir un turnover, notamment lorsqu'on a des locataires, et on a un certain nombre de consommateurs de l'île-Dieu qui sont en logement social. Et on peut supposer qu'ils vont quitter leur logement, et c'est naturel. Mais aussi comment on convainc des nouveaux producteurs de rejoindre la communauté et de rejoindre l'aventure de l'autoconsommation. Donc il faut que ça bouge. Donc il faut que ça bouge. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça soit encore plus fluide, cette activité-là? On parlait ensemble de la fiscalité aussi. Il y a quand même des choses à... Violaine est à mes côtés. Il y a peut-être des choses à revoir. J'ai été très sensible au message de Daniel Bourg ce matin. Il y a 3 piliers. Hein. Il y a un pilier fiscal, c'est évident, et je crois qu'on en a beaucoup parlé depuis ce matin. Tout a été dit, et il y a beaucoup d'attentes de la filière sur ces sujets. Il y a évidemment un pilier réglementaire pour faciliter la mise en œuvre des projets, mais je crois aussi beaucoup au pilier politique. C'est des solutions qui... permettent justement d'adresser cette question de l'échelon intermédiaire des projets en territoire. Et je crois qu'ils méritent à gagner en visibilité, en publicité presque, au niveau politique, pour qu'on encourage et les collectivités locales et les entreprises à se lancer dans l'expérience et dans l'aventure qui peut encore faire peur, et qui peut encore souffrir d'une image de complexité. Donc les 3 piliers sont importants, mais moi j'aurais envie de dire le pilier politique, là, on l'attend aussi, en termes d'ambition et en termes d'affichage de la volonté d'aller développer des communautés d'énergie. Et là, c'est vraiment l'heure, et vous en parliez très joliment d'ailleurs avec les ruisseaux qui finissent par faire des fleuves, c'est aussi l'heure d'un grand développement, d'un changement d'échelle avec ces communautés. Exactement. Au cœur même des territoires. Exactement, ça foisonne. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des craintes, il y a des résistances, il y a des freins, il y a beaucoup de questions, mais il y a aussi beaucoup de projets. Voilà, il y a beaucoup de projets qui émergent, et on voit qu'il ne manque pas grand-chose là pour qu'on ait... une déferlante, c'est peut-être un peu beaucoup. J'ai pas envie de parler de tsunami dans mes ruisseaux, mais néanmoins, voilà, on voit qu'il y a un très gros potentiel à accélérer sur le sujet, et qu'il ne manque pas grand-chose pour que ça se structure vraiment. Merci beaucoup, Audrey Dugal. L'heure est aux questions dans la salle. Et alors, le micro va arriver. Le temps que le micro arrive, Daniel Munier, qui, au passage, vous salue en tant que pionnier de projets de communauté, demande, au-delà de l'intérêt économique actuel évident pour garder les consommateurs dans l'autoconsommation collective, quels sont les leviers pour éviter le risque lié à la volatilité des consommateurs, lié à leur liberté? Patrice. Ou Audrey, je allez-y. Je laisserai compléter. Écoutez, allez-y. Les deux. Merci. C'est normal que les consommateurs soient libres et qu'ils puissent intégrer ou quitter une communauté. Et ça doit être intégré dans le modèle économique de la communauté pour assurer sa pérennité. Donc nous, par exemple, quand on travaille sur les projets, on intègre une part une perte d'autoconsommation qui est liée au fait qu'on va avoir un turnover parmi nos membres, et c'est pas grave. Et c'est pas grave. C'est aussi, ça renvoie à la question du juste dimensionnement. On va se poser la question de ce qui est capable d'absorber une communauté, et à quel point on va aller chercher plutôt un taux d'autoconsommation élevé plutôt qu'un projet ENR forcément le plus gros possible. Clairement. Alors, je corrobore complètement, excuse-moi Alexandra, je corrobore complètement cela. Et alors c'est intéressant parce que c'est les questions que m'ont posées les banquiers dès l'origine, hein, le BPI, moi j'en parle, je ne nomme que le BPI puisque c'est public. Et donc il a dit mais foisonnez, faites du portefeuille. Je n'étais pas sur cette estrade-là, j'ai dit ok, on voulait foisonner, donc on foisonne dans une communauté. C'est pas que l'autoconsommation collective, on peut faire de l'autoconsommation individuelle, collective, de la revente, des modèles en PPA. Donc tout est ouvert en fait. Le lien, c'est que cette communauté, si elle c'est d'énergie renouvelable, c'est qu'elle est sur le territoire renouvelable. Donc tout est imaginé. Donc
c'est intéressant de foisonner les modèles, les outils qui sont à disposition en termes de valorisation de l'énergie. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est une fin. Deuxième point, vous êtes multi-contrepartie. Ce n'est pas une contrepartie, ce n'est pas EDF obligation d'achat. Alors pour la petite anecdote, tout le monde pensait que EDF obligation d'achat, c'était l'assurance vie. Donc tout le monde, on faisait 90% de dette sur EDF obligation d'achat. Bon, ils se sont aperçus que c'était un contrat administratif et donc l'État pouvait revenir sur les contrats d'EDF obligation d'achat. Donc ça, c'est un peu, donc, voilà, une mauvaise nouvelle. Donc on va mettre ça derrière. Ouais. Mais ce qui montre, donc parfois, donc contre un modèle, avoir une seule contrepartie, même aussi robuste soit-elle, c'est bien aussi d'avoir multi-contreparties avec des signatures différentes. Le particulier, il est quand même assez finalement robuste. Le particulier, les entreprises locales, des grosses entreprises et puis des collectivités. Donc c'est ça le modèle en fait qui est intéressant. Donc ça, c'est en termes de risque de contrepartie. Je suis un peu technique, mais je suis au cœur du système. Et puis deuxième chose, c'est que vous avez une multiplicité de consommateurs. Et donc dans le modèle, et je pense que c'est le modèle de tous ceux qui les développent ici, tous nos confrères, et je suis très heureux qu'on soit nombreux à le faire parce qu'il y a du boulot, c'est que comme il y a plusieurs consommateurs, mais vous ne fournissez jamais 100% de l'énergie du consommateur. Vous êtes alors vous disiez 17%, nous on est quasiment à 40-50% là, sur la communauté, la première là, qu'on a mise en service. Cabriès. Voilà, Cabriès. Mais même si la moitié des gens s'en vont parce qu'ils déménagent ou parce qu'ils ne nous aiment plus, parce que je sais pas, on reporte, je dirais, quasi automatiquement l'énergie instantanément sur les autres. Alors évidemment, le taux va baisser un peu, et puis après, on va aller rechercher d'autres consommateurs. Et puis, dernier élément de réponse, je suis un peu long, mais je crois que c'est une vraie question. On va avoir des maturités contractuelles différentes entre un consommateur qu'on laisse libre, évidemment, en particulier de entrer-sortir. Il peut y avoir aussi des entreprises de collectivités qui ont envie de s'engager sur le long terme. Et elles ont peut-être intérêt à le faire d'ailleurs. En tout cas, sur des nouveaux durées. Donc en fait, vous foisonnez à la fois les volumes, la typologie de la consommation et puis la maturité des contrats. Et c'est ça qui fait la robustesse de cette communauté. C'est pas assurance tourisme, mais en gros, si vous y réfléchissez bien, vous apercevez que c'est pas un modèle très risqué pour un financier. Bon, ça c'est un message pour les financiers, mais on va y arriver. Ensemble, on est plus fort. Et en plus, si Violaine nous fait une garantie, ou si l'État nous dit qu'il faut une garantie bancaire du style pour les gros consommateurs corporate PPA, alors là, c'est bon. Alexandra, peut-être, non? Un mot? Non, tu as tout dit. Non, il a tu as tout tout dit. dit. Ok, Voilà. on va passer à la salle. C'est parti. Oui, bonjour. Je suis Gauthier Perrin, je travaille pour la région Grand Est, le programme Climaction. On parle de financement depuis tout à l'heure. Bon, il n'y a pas que les banques, il y a aussi certaines collectivités qui financent le photovoltaïque. Et notamment moi, les projets citoyens à la région Grand Est et même du temps avant la fusion de la région Alsace, on finance depuis presque une dizaine d'années, voire plus, ces projets citoyens, dont plusieurs ont été évoqués par Madame Hay, qui est étudiée dans le cadre de son étude. On a aussi maintenant un réseau d'animateurs qui sont issus des animations qui ont été évoquées par Madame Tarizo, qui s'appelle le réseau Géclair et qui aide à faire émerger ce type de projet. Mais jusqu'à présent, on était plutôt sur des modèles citoyens, avec gouvernance citoyenne, avec de la vente totale. Et malheureusement, il y a eu un joli coup d'arrêt en octobre l'année dernière avec le S21 qui ne permet plus, en tout cas, aux collectivités de soutenir les projets. Et donc, ces projets, ils étaient sur un modèle économique assez conservateur. Et donc, du coup, maintenant, il s'en fait quasi plus. En tout cas, des modèles avec vente totale. Donc, ils doivent se réinventer avec des propositions comme celles qui sont évoquées aujourd'hui. Mais du coup, ça freine. Alors, le temps que ça se réinvente, que ça reparte, on observe, alors qu'on avait une belle montée en puissance, on avait, en tout cas sur le territoire alsacien, on avait quasi tout le territoire qui est couvert par des collectifs citoyens qui sont en cours de création, mais du coup ils sont un peu déboussolés. Et votre ils question, sont un peu du coup perdus. J'ai pas de question en fait. Ah bah. Voilà, j'aurais dû le préciser dès le départ. J'ai pas de question. J'attendais la question. Ouais, c'était pour plutôt témoigner et dire, voilà, en tout cas parce que vous parliez de financement, donc c'est depuis tout à l'heure, je me dis que la région est toujours prête à financer ce type de projet, mais encore faut-il qu'on lui en laisse la possibilité. Ok, parfait. Donc c'était pas une question, donc rassurez-vous, tout va bien. Oui, peut-être une question ou pour le coup. Question rapide, réponse rapide. Ouais, je vais essayer d'être synthétique. Louis Lallemand, Enercop Midi-Pyrénées. J'ai une question pour Madame Tarizo. Vous évoquez la volonté de lever les freins financiers pour les projets à gouvernance locale. Au-delà effectivement des appels à projets et des guichets, il y a Patrice Girardin qui évoque effectivement les fonds de garantie pour les contrats CPPA, mais pour les gros projets, pour le coup. Quid des petits projets qui également aimeraient bénéficier de ces nouveaux types de contrats, des contrats en ACC, des contrats
en CPPA qui se développent, pour lesquels il y a un vrai engouement, mais pour l'instant, une grosse frilosité aussi au niveau de la bancabilité et des financeurs, malgré effectivement le fait qu'on ait rappelé que c'était quand même intéressant pour eux et assez peu risqué. Merci. Alors, donc, pour répondre rapidement, donc, c'était une des pistes qui avait été donc, identifiée suite au premier GT, on va dire gouvernance locale, avec tous les acteurs là, qui avaient abouti aux 10 mesures. On n'a pas encore eu les premiers échanges, on va dire, avec tous les membres du GT intéressés à ce sujet. Normalement, ça devrait être d'ici octobre, il fallait du coup qu'on parle à des acteurs différents, notamment les banques, en fait, pour comprendre un peu quels étaient les freins pour elles à investir et à subventionner de tels projets. Donc, c'est pour l'instant en cours d'étude, on va dire. Désolée, j'ai pas de réponse du coup tout de suite. On va commencer à travailler dessus de manière vraiment approfondie en octobre, normalement. Oui, une petite question sur la partie gouvernance et surtout acceptation des nouveaux consommateurs. En fait, aujourd'hui, on se pose la question de lancer des projets. Demain, une fois qu'ils sont lancés, est-ce que vous avez imaginé ou anticipé la règle d'intégration des nouveaux? Parce qu'en fait, on va, à vouloir accepter tout le monde, on va diluer le bénéfice pour ceux qui étaient là au départ. Et donc, comment cette approche-là a été imaginée, anticipée, si c'est le cas? Intéressant. Donc, pour ce qui me concerne, c'est une vraie question, parce qu'effectivement, on est limité par la production. Là, on n'est pas trop limité par la consommation, parce qu'on voit que les gens ont une appétence au-delà de leur intérêt environnemental, etc. Là, il y a un intérêt clairement économique aujourd'hui pour les uns les autres intégrer ces communautés. Ça durera ce que ça durera, mais en tout cas, aujourd'hui, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Et donc, on est limité par, effectivement, la capacité de production. D'où la première réponse, c'est dire que il va falloir augmenter. Donc dans les statuts, on fiche pas, donc on fiche pas la communauté et on va aller chercher d'autres moyens de production. Donc ça, c'est le premier élément de réponse, c'est qu'il va falloir aller chercher d'autres moyens de production sur la communauté. Et c'est bien son objet même, c'est cet effet de boule de neige. Et sur le deuxième point plus précis, en fait, c'est une décision qu'on fait en assemblée générale chaque année. En fait, on décide finalement, et donc c'est une règle collégiale. Donc je vous dis, en tout cas pour ce qui concerne cette première communauté, on en a une 50aine en études et ça ne fait qu'augmenter. Mais on va essayer de répliquer un peu ce modèle-là et ça se passe très bien. Donc on met en délibération finalement ces règles, les règles dont vous parlez. C'est exactement ça. Si on a trop de consommateurs, est-ce qu'on va plutôt aller 30-50% d'autoconsommation pour ceux qui sont là, ou est-ce qu'on va plutôt rester à 30% d'autoproduction pour chacun des consommateurs, et on va plutôt faire rentrer de nouveau. Et ça, c'est des décisions qui sont faites en assemblée générale de ces communautés. Audrey Dugal, Alexandra peut-être aussi. Je compléterai après. Y a pas de souci. Non, je suis complètement en phase avec ce qui vient d'être dit. C'est tout l'intérêt de cette gouvernance inclusive, en fait. On vient décider tous les ans les règles de fonctionnement de la communauté, le prix de l'électron qui est vendu entre les membres si on décide de le tarifer. Enfin voilà, je pense que tout est décidé à l'échelle de la gouvernance locale. Ce qui est intéressant, c'est bien de se considérer qu'une communauté n'est pas figée et qu'au contraire, elle doit pouvoir intégrer des moyens de production additionnels au cours de son développement et de sa vie. Et donc nous, c'est dans cette logique qu'on construit les communautés qu'on développe. Donc des nouveaux moyens de production incluent des nouveaux consommateurs. Par contre, on est très vigilant à ne pas diluer, effectivement, et à fixer en fait, un nombre limite de consommateurs au regard de ce que peut produire en surplus la communauté. Sinon, l'intérêt n'est plus réciproque, en fait. Alexandra Batlle. Complètement en ligne avec ce qui a été dit par Patrice et Audrey à l'instant. En fait, le succès au niveau des consommateurs va encourager la réplicabilité finalement des opérations et l'ajout de production. Donc on est vraiment dans une opération, tu le disais, des opérations qui sont vivantes. Et ensuite, effectivement, il y a les règles dans la gouvernance qui permettent de prioriser aussi sur les profils de participants potentiellement. Voilà, ceux qui sont autoproducteurs auront peut-être un gain supérieur à ceux qui sont uniquement consommateurs. Enfin voilà, ça dépend des opérations, mais il peut y avoir des règles de ce type-là pour répartir le gain. Excuse-moi, je fais juste un complément. Et donc, ça se répercute sur la question du financement, puisqu'un banquier aime bien avoir une société figée avec un prêt qui ne bouge pas pendant les 20 ans de remboursement. D'où la question de comment on fait pour concilier le financement de projet, parce que là, on est en tiers investisseur, nous, c'est vraiment du tiers investissement. Et cette évolution, il faut changer un peu ce modèle. Donc, il faut vraiment faire évoluer ces modèles-là. Donc, c'est toute la discussion qu'on a eue et qu'on a avec Violaine avec les banques, comment on les fait évoluer. Mais je crois qu'ils ont compris que c'était un modèle qui est en train de se développer, donc il va falloir évoluer sur les modèles, y compris de financement. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a un financement qui est évident,
c'est le financement des participants en fait, à cette communauté. Donc finalement, on va aller chercher du financement bancaire complémentaire avec des évolutions du monde bancaire, et on va surtout chercher, le financement, il est là en fait, il n'y a pas de problème. Merci. Et juste avant d'aller prendre le café, il n'y a plus de questions ? Oui, alors pardon, Richard. Le privilège Richard d'avoir Doyen. 2 micros, je peux poser deux questions à Patrice. Si je suis un habitant de Cabriès-Cala et que je fais installer une centrale photovoltaïque sur mon toit, quelle offre vous me faites pour m'acheter mon surplus? Et c'est valable si je suis la PME du coin, dans le rayon des 2 km. Est-ce que c'est prévu? C'est une très bonne question, parce qu'initialement, on avait un peu exclu ce projet-là, un peu comme le financement direct dans les communautés, on n'y avait pas pensé tout de suite, et parce qu'on voulait aller plutôt sur du plus gros, ne serait-ce que pour amortir les coûts, hein, c'est tout l'enjeu de la profession. Et maintenant, c'est une question qu'on va clairement ouvrir, et je pense qu'aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Et je pense qu'on va l'intégrer. Et y compris d'ailleurs dans le S21, les guichets ouverts permettent d'intégrer. Donc en fait, le vrai sujet, c'est peut-être un message que j'ai vis-à-vis de tout le monde de développeurs qu'il y a aujourd'hui. Venez nous voir et on va créer des communautés ensemble, même sur les projets que vous avez déjà développés. Donc que ce soit des projets, je ne parle pas des très grands, mais tous ceux qui sont inférieurs à 500 kW, on peut faire des choses ensemble, et y compris avec les citoyens. Donc ta question est tout à fait pertinente, et on va se lancer là-dessus, parce qu'il n'y a pas qu'à Calas qui a ce genre de choses qui se développent. J'espère que la deuxième question sera du même niveau. Un complément. Je peux juste peut-être compléter sur cette question-là pour signaler que Enedis met en place une nouvelle clé de répartition de l'électricité en autoconsommation collective, donc, que nous, Texol, on a eu l'occasion d'expérimenter dans le cadre d'un projet d'innovation qui s'appelle Mobelsol, qui se déroule en région Occitanie. Et bref, cette nouvelle clé, elle permet justement de dégrouper les productions dans une même opération d'ACC pour faire en sorte que chaque producteur puisse pratiquer sa politique de prix vers les consommateurs, et que le consommateur puisse choisir le producteur qui... Super. Et dernière question, Patrice. Je suis allé à l'inauguration de Calas. Il faisait froid, il pleuvait un peu. Mais comment vous avez fait pour ne pas vous frapper l'ABF qui vous a fait mettre des panneaux au nord du Préau, les interdisant au sud, dans une zone moche, avec 2 petits centres commerciaux, une station-service. Donc je ne vois pas ce qu'il y a à protéger d'un point de vue patrimonial. Et comment on peut justifier d'interdire le droit au soleil sur ce type d'opération? Ça m'a un peu choqué. Oui, moi aussi. D'ailleurs, et quand on passe autour de l'école qui est moche, je suis d'accord avec toi. Donc vous l'avez vu, la photo, elle est prise de haut, donc ça c'est joli. C'est plus joli maintenant qu'avant. Donc j'habite pas là-bas, donc je ne vais pas me faire des ennemis. Mais effectivement, tu as raison. Ils nous ont fait retirer la partie sud sur les préaux, donc on voit absolument aucun panneau de la voie publique. Bon, effectivement, c'est un peu stupide, mais ça rejoint tous les débats qu'on a, hein, mais je crois que c'est tous les développeurs qui sont ici qui savent que effectivement la contrainte urbanistique, c'est quand même une des contraintes majeures, hein, au-delà de la contrainte environnementale. Mais justement, ça c'est un des points intéressants, c'est-à-dire qu'au-delà de tous les acteurs de la communication, je pense qu'il faut je crois que c'est partagé par tous, amener tous les acteurs, y compris les gens qui régulent au niveau local, de s'approprier les bénéfices de ce type, donc ces communautés, le renouvelable en général. Et je pense que ça fait partie du devoir de pédagogie. Alors j'imagine que Nerplan le fait beaucoup, que tous les développeurs qui sont ici ou installateurs, vous le faites. Mais c'est peut-être un outil, on n'y a pas pensé, mais c'est peut-être un outil qui va permettre aussi de dire, non, mais attendez, réfléchissez un petit peu, il y a des bénéfices qui vont bien au-delà de créer de l'énergie solaire. Faire rentrer l'ABF dans la communauté. Exactement, tu as complètement raison. Eh bien, on conclut là-dessus. Merci beaucoup à tous, on peut les applaudir. On va boire un café, on se retrouve dans une vingtaine de minutes, alors 16h35 pour être précis, avec une table ronde consacrée au pilotage, la flexibilité et au stockage. Merci d'être ponctuel, on arrive vers la fin d'après-midi. À tout à l'heure.